une chose, Nice est un personnage de l'histoire du Brésil. Hein, et Nice a fait de la prison. Alors, Nice est une grande figure de la gauche brésilienne. Elle n'a jamais appartenu à aucun parti, mais elle n'a jamais fait mystère de ses opinions de gauche. De gauche, elle est restée jusqu'à la fin. Et elle a été, sous Getúlio Vargas, emprisonnée. Elle a été emprisonnée en même temps qu'un écrivain qui s'appelle Graciliano Ramos. Et Nice da Silveira est un des personnages de Mémoire de prison de Graciliano Ramos, qui visiblement est tombé amoureux de Nice. Et à chaque fois que Nice apparaît dans le roman, qui est un roman, enfin un roman basé sur... bon, on voit que l'écrivain est complètement bouleversé parce qu'elle était absolument charmante. Et même dans l'état où elle l'a vue, d'ailleurs vous avez vu, elle est craquante. Enfin, elle était absolument charmante. Elle était fort jolie et très, voilà, très séduisante et très séductrice aussi. Et donc voilà, et puis elle était emprisonnée en même temps qu'une autre femme dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Olga, hein, qui a été remise par les autorités brésiliennes au régime nazi, et qui était donc la compagne de Júlio Prestes, un leader communiste. Voilà, ça c'est un épisode très important. Elle est restée quand même, je crois, près d'un an, 8 mois, 9 mois en prison, enfin, dénoncée parce que tout simplement elle avait des ouvrages de Marx chez elle, mais elle n'était pas communiste, elle n'a jamais été communiste au sens du parti, mais elle était intéressée de lire Marx, et juste parce qu'elle avait ces ouvrages-là, elle a été dénoncée. Ça c'est un premier fait. Et le deuxième fait qui n'est pas signalé et qui est alors, par contre majeur, c'est la rencontre avec Jung, la rencontre personnelle, le fait qu'elle est allée en Suisse, qu'elle est allée plusieurs fois, et que la rencontre a été absolument déterminante, parce que derrière tout ça, bon, le film, disons, a un côté un petit peu affectif, quoi, hein. On a l'impression que c'est uniquement, voilà, en étant câlin avec les patients, enfin les clients, comme il disait, non, il y a derrière, il y a tout un cheminement thérapeutique, il y a tout un travail fort rigoureux, hein, et qui est très inspiré par Jung, et par la démarche de Jung, et que la rencontre personnelle avec Jung, et ensuite avec Marie-Louise von Franz, avec qui elle a suivi une analyse, ont été absolument déterminants dans toute cette histoire. Enfin, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on dialogue. Bonsoir. Je voudrais juste dire qu'à Rio de Janeiro, il existe un musée qui s'appelle le Musée de l'image de l'inconscient, qui présente, enfin, toute l'année, hein, en permanence, c'est un musée qui présente les travaux des patients de Nice. Tout à fait. Alors il y a une chose absolument fondamentale. Parce que... Le musée a Imagem do Inconscient. Oui, le musée des images de l'inconscient. Pourquoi ce travail n'est-il pas plus connu? Pourquoi est-ce que ce travail n'est-il pas mondialement reconnu comme il devrait l'être? Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu financier. Pourquoi? Parce que Nice a voulu que les œuvres produites dans le musée soient inaliénables, invendables. Parce que, évidemment, enfin, ces œuvres, au marché de l'art, valent des millions. Pour moi, si vous voulez, je ne vois pas de différence d'intensité. D'ailleurs, c'est ce que disait Mario Pedrosa, hein, le grand critique, mais Ferreira Goulart, José Lins Durrego, qui sont des grandes autorités de... Ferreira Goulart, qui est toujours vivant, un grand critique d'art, disait que pour lui, Emílio, c'est le plus grand peintre brésilien. On ne voit pas vraiment beaucoup ses œuvres. Hein. C'est un peintre, oui, c'est Van Gogh. Enfin, je ne vois pas pourquoi on pourrait dire que c'est moins Van Gogh. Pour moi, c'est le même niveau. Sauf que le détail, c'est que Nice a voulu que ses œuvres ne soient pas vendables. Parce qu'elle a très bien senti que si des spéculateurs, des marchands d'art commençaient à s'approcher de ça, c'était foutu. Et d'ailleurs, il y a eu ça. Parce qu'elle a créé, par ailleurs, une fondation privée, hein, avec une maison aussi où très modestement, des patients venaient en journée suivant les mêmes méthodes. Et il y a eu un peintre aussi, génial, qui a été révélé dans le cadre de cette maison, mais là, Nice n'avait pas la possibilité d'empêcher qu'on le vende. Il y a une spéculation effrénée à commencer à se faire autour de ce peintre, et il a fini par se suicider. Hein, c'est devenu n'importe quoi, comme c'est souvent dans le marché de l'art, hein. Bon, plein d'argent, etc. Bon, une personne fragile, voilà, qui n'a absolument, tout ça n'a pas pu être géré. Et je crois que Nice a très bien fait. Sauf que le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, on en parle moins. Il y a beaucoup de, voilà, ça n'a plus d'intérêt, enfin, entre guillemets, quoi, parce que ça vaut pas des millions de dollars, c'est pas chez Christie's, c'est pas à l'hôtel Drouot. Et donc, évidemment, à cause de ça, c'est ça la raison, hein, principale. Sinon, voilà, sinon. Au point de vue de la valeur artistique, je ne vois pas vraiment, franchement, la différence qu'il y a. Alors, la seconde chose, simplement pour dire, c'est qu'il y a quand même un mystère dans tout ça, parce que tous les peintres que vous avez vus
ont été révélés dans un court laps de temps, hein, dans les années 50-60. Moi j'ai connu Fernando encore, les autres étaient morts déjà. Et puis après, il y a eu d'autres peintres très intéressants, il y a eu des choses très bien, mais pas quand même de cette intensité artistique, quoi. Il faut dire que ce qui s'est passé là, il y a eu une espèce de miracle qui s'est passé en 15 ans, une quinzaine d'années, 10-15 ans, quoi. Il y a eu une éclosion de peintres absolument géniaux, et qui étaient des gens, encore une fois, parfois très très modestes, dont certains étaient analphabètes, dire. Bonsoir, peut-être que vous me donner la réponse, mais ce qui est mis dans le film, c'est le Bispo de Rosario. Ah non, pas du tout. Alors, Bispo de Rosario, c'est tout à fait autre chose. C'est merveilleux, c'est un oui, tout à fait. œuvre absolument extraordinaire. Tout à fait. Alors, Bispo de Rosario n'a jamais travaillé avec Nise. Bispo de Rosario était lui interné dans un autre hôpital psychiatrique qui s'appelle la Colonia Juliano Moreira, qui est un endroit, enfin moi j'ai visité, c'est bien rendu, hein, l'ambiance. Moi je suis rentré plusieurs fois à Genio de Dentro, en 87, 88, par là, bon, c'est ça, enfin, hein, c'est un endroit où on entendait des hurlements, on se demandait ce qui se passait, effectivement, où les gens sont nus, ou tout couverts d'excréments, etc., enfin, dans un dénuement total. Hein. Juliano Moreira, c'était ça un peu aussi, c'était un peu en dehors de Rio. Et là, voilà, c'était un artiste tout à fait génial, et qui aurait pu tout à fait, hein, parce que ça a à voir, hein, tout à fait. Ça a à voir, c'est un peu le même genre de démarche, mais lui, non, en fait, il est apparu dans cet endroit, et puis par miracle, hein, enfin, ou par complicité, il y a des gens qui ont eu l'intelligence de le laisser travailler, et de lui-même, de lui réserver un petit local, quoi, où il a développé donc tout son travail plastique absolument génial, hein, son travail de collage, son travail de répétition, etc., de broderie, hein, qui est un artiste formidable et qui aurait pu tout à fait participer de cette aventure, mais en fait il n'était pas dans le même hôpital. Parce que lors de l'exposition des 500 ans de Brésil, il y avait un énorme pavillon à Ibirapuera. Tout à fait. Et l'œuvre de Bispo de Rosario, que je ne connaissais absolument pas, était donc exposée. Et dans un cadre du musée de l'inconscient, et on disait que c'est Nise qui avait préservé son œuvre. Je sais, elle a peut-être eu une action de préservation, mais enfin, en tout cas, elle n'a pas été en contact avec lui, elle n'a pas eu comme client, comme elle dit, comme patient. Indépendamment du côté artistique dont vous venez de parler, est-ce que cette dame a eu, par ses méthodes, une influence sur l'évolution de la psychiatrie et sur ses collègues, au Brésil d'abord et peut-être ailleurs? Oui, je crois, oui. Mais enfin, si vous voulez, il y a un problème, enfin, qui s'est posé assez vite, hein, il n'y en a pas dans la psychiatrie moderne, c'est l'utilisation des médicaments, hein, des calmants, enfin, des psychotropes, tout ce qu'on imagine. Qu'elle considérait comme elle appelait ça la camisole chimique. Alors, elle disait, voilà, on change, effectivement, on a beau utiliser les malades, mais enfin, finalement, c'est la même chose, quoi. Bon, c'est plus propre, c'est moins spectaculaire, hein, au niveau que l'électrochoc, que les injections d'insuline, etc. Enfin, c'est tout aussi dommageable. Enfin, elle était complètement opposée à cette médecine chimique, enfin, ça c'est clair et net, quoi. Alors c'est vrai que cette intrusion massive, hein, des psychotropes dans la psychiatrie a un peu faussé le débat, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de malades qui sont plus internés, comme on sait, etc., donc qui sont chez eux, complètement abrutis, ensucrés, bon. Alors ça dépend, quoi. Mais il y a effectivement, il y a eu des lieux, enfin des praticiens qui ont été influencés par elle, tout à fait, à Rio. J'en ai côtoyé, enfin bon. Nous avons un ami qui est universitaire et qui travaille sur cette thématique, hein, et qui a rencontré Nise avec moi, et qui justement qui me montrait des exemples un peu aussi de thérapie, etc. Mais bon, c'est vrai que tout ça est très délicat, et disons que ce que Jung disait, enfin il est fait allusion dans le film, il disait vous avez une relation d'inconscient à inconscient avec vos malades. C'est-à-dire que vos malades, enfin entre guillemets, un malade, se sentent complètement autorisés à s'exprimer en votre présence. Hein, ils se sentent libres, ils se sentent accueillis, aimés, considérés. Et c'est pour ça qu'il produit ces chefs-d'œuvre. Enfin bon, hein, pour résumer, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais enfin, disons que c'est ça. Et c'est vrai qu'elle avait, on sentait un amour de ces malades. Enfin, il ne fallait pas y toucher d'ailleurs, hein, parce que c'était une femme, je ne sais pas si on se rend compte un petit peu, c'était une panthère. Hein.
C'est qu'elle était petite, menue, charmante, mais si on touchait à un fil de cheveux de ses patients, là, elle devenait enragée, et elle avait une autorité naturelle. Elle était toute petite, mais elle avait une autorité naturelle terrible. Son œil s'éclairait, là, et je pense que voilà, on n'osait pas trop la défier. C'est ça aussi qui lui a permis de faire tout ce qu'elle a fait. Dans le film, on voit quand même... Attendez d'avoir un micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Merci. Alors, le film ne montre pas trop son côté séducteur. Par contre, on voit comment le genre masculin, en fait, par autorité, parce qu'elle est une femme, remporte, puisque bon, les chiens sont massacrés. Donc cette problématique, bon, maintenant en France, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une équité entre les hommes et les femmes, mais il y a aussi cet aspect-là qui, je pense, est dénoncé dans le film, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas montré son aspect séductrice, qui n'enlève en rien, bien sûr, à la grandeur de son travail. Et puis aussi, bon, le film date, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la France est quand même le premier pays consommateur d'antidépresseurs. Donc, bien qu'il y ait eu des analystes qui ont fait cette démarche dans les années 70 pour que l'art soit un moyen de guérison et aussi d'éviter toute la commercialisation en fait des médicaments, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment avancé. Mais bon, c'est une perception. Alors que ce film montre vraiment effectivement les bienfaits de l'expression chez les patients. Alors je vais vous dire aussi que j'ai fait un grand reportage dans Télérama sur le sujet en 1994. Et je le tiens à votre disposition, dans le sens que si ça vous intéresse, je peux vous en envoyer le PDF et vous me donnez votre mail. Avec plaisir, je vous enverrai l'article. Donc c'est un article assez long et qui, je crois, enfin en 1994 déjà décrit bien l'histoire. N'hésitez pas. Oui, je vous remercie pour ce film. Le deuxième sur la psychiatrie que je vois dans ce festival, j'en suis enchantée. Voilà, parce que moi je m'intéresse donc à la psychiatrie. Et pour répondre à la personne qui a parlé de la France qui prenait le plus d'antidépresseurs, c'est pas dans la population hospitalisée qu'ils en prennent le plus, c'est dans la population dite entre guillemets normale. Oui, les gens dits normaux prennent beaucoup d'antidépresseurs, mais les gens hospitalisés prennent, enfin, je le vois dans les hôpitaux, prennent moins de médicaments qu'à une époque même. Parce qu'on veut les sortir de l'hôpital, on a créé des structures donc, dans la ville, et ils sont un peu moins shootés, on va dire. Je m'en occupe en bénévole à la retraite. Mais ce que je voulais dire dans ce film, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est cette personne, cette dame, un médecin, à Nice, là, extraordinaire, son combat. Et je me demande, là, effectivement, aux années 50, il n'y avait pas de neuroleptique, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de violence dans l'hôpital. Hein. Ouais, ça, je pense. On la maîtrise, mais alors le personnel, forcément, aucun rapport avec la notion de soignant. C'était des brutes épaisses. Surtout dans ce genre d'hôpitaux psychiatriques, il y a un problème de santé publique au Brésil, hein, enfin, on ne peut pas le nier. Hein, et là, encore plus, quand il s'agit de population pauvre, bon, il n'y avait vraiment aucune. Et c'était d'un courage extraordinaire. Hein, de se mettre au milieu de cet enfer, en fait, de rentrer là-dedans, parce que c'était vraiment il fallait vraiment avoir une conviction qui est à la fois morale, éthique, politique, profonde pour se mettre dans un piège pareil. Enfin, voilà, il n'y a aucune raison pour qu'elle dise objectif pour qu'elle aille là, elle y a été par conviction. Oui, pour ce qu'elle voulait apporter. Mais quand on voit aujourd'hui la psychiatrie, quand même, on voit qu'il y a encore du travail à faire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est hospitalisé assez longtemps, et je vois que cette personne, dans l'hôpital où il se trouvait, mais il y avait peu de familles qui viennent. Ils sont encore abandonnés. Moi, je dirais, oui, ils viennent le dimanche avec un bouquet de fleurs, ça peut calmer un patient, mais c'est pour dire qu'on voit qu'ils se forcent à venir. Les patients le disent, celui dont je m'occupe, il disait, mais la famille se force à venir. Ils ont des perceptions fines comme ça qu'ils ressentent.
c'est pas parce qu'ils viennent s'ils se forcent, il n'y a pas le cœur. Et ça, c'est vrai. Mais ceux qui viennent avec le cœur, bon, ben, c'est merveilleux. Hein. C'est pour ça que, je me rends compte que le personnel, quand même, il est courageux. Parce que maintenant, les gens sont quand même de plus en plus formés, bien qu'il n'y a pas assez de formation. Parce que le personnel demande d'être formé encore mieux aux thérapies nouvelles. J'ai encore été à un stage sur les thérapies nouvelles il n'y a pas longtemps. Et on voit que les thérapies nouvelles, eh ben, il faut de l'argent pour la formation. Mais il faut de la motivation pour que le personnel, pour que les jeunes, justement, je m'adresserai aux jeunes encore, pour qu'ils entrent dans le monde médical. Car dans le monde médical, il y a du travail. Il y a moins de chômage qu'ailleurs. Mais seulement, ce sont des horaires, c'est les difficultés. C'est facile, oui. Voilà. C'est difficile, hein, c'est difficile. Il faut avoir beaucoup d'amour en soi à donner pour travailler là, mais ça apporte tellement. Travailler pour l'humain, c'est tellement plus beau que travailler pour, moi je dirais, de la futilité. Merci. Merci beaucoup.